Nathalie Lacroix-Montazo, bonjour. Bonjour. Avec vous tout à l'heure, on va mettre du sel dans cette émission, on va parler de sel. Mais auparavant, on va parler de respiration, ce geste que l'on fait, ce mouvement que fait notre corps sans véritablement que l'on s'en rende compte. Docteur Éric Charles, bonjour. Vous êtes psychiatre au CHU Esquirol de Limoges et vous avez décidé de nous parler de la respiration. Première question, parce qu'on sait à peu près respirer tous, on respire à peu près tous correctement. Comment fonctionne la respiration ? Alors, c'est un mécanisme. Alors, je ne sais pas si on peut bien voir, sûr. si on a sur Déplacez-vous un au écran. tableau, professeur Charles. Alors, très bien. Je m'accrée. Interrogation surprise. Interrogation surprise à la fin, très bien, on va noter. Alors, en fait, c'est très simple. Il y a deux façons de respirer. On peut respirer par le nez, par la bouche. Oui. On conseille toujours plutôt de respirer par le nez, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a le mucus qui va humidifier et qui va permettre de réchauffer aussi l'air, qui sera moins irritant pour nos poumons. Et puis de la même façon, on a aussi des cils et puis des poils de nez qui vont récupérer les micro-organismes, les virus. Comme des filtres, quoi. Voilà. Et ça va éviter que tout ça passe dans les poumons. Voilà. Alors des fois, ça peut passer. Voilà, mais on a aussi des cils au niveau des bronches qui vont aussi, des deux côtés, récupérer ces micro-organismes. Et avec un bon éternuement, vous éliminerez d'accord, ok, très bien. Combien on a de petites choses comme en haut, là, dans le petit carré. Alors ça, c'est les petites alvéoles, parce que vous voyez, vous avez les bronches, les bronchioles, et puis ça va aller juste dans ces petites alvéoles pulmonaires, on en a à peu près 500 millions. Waouh. C'est quoi leur mission ? Alors leur mission, elle est très très importante parce que sans eux, pas de vie, puisque le sang veineux arrive avec du CO2, il va éliminer ce CO2 qui va être rejeté par la respiration, et puis l'oxygène va pouvoir se diffuser et le cœur va diffuser l'oxygène à tout l'organisme. Quand on bâille, on a l'impression que ça gonfle nos poumons, que ça nous fait un bien fou. Parfois. On peut renouveler l'air de ces petites alvéoles pulmonaires par un simple bâillement. Donc c'est très utile. Bâillement et éternuement sont nos amis. Oui, exactement. Quand on parle de respiration. Exactement, tout à fait. Allez, venez. Ah oui, tiens, je vous ai une question sur la capacité respiratoire, la capacité pulmonaire. Combien d'air on peut mettre dans nos poumons ? Alors, c'est à peu près 8 litres par minute, c'est 15 à 20 cycles respiratoires, inspiration, expiration, et finalement c'est un demi-litre. C'est pas beaucoup. Par inspiration, non. Mais par contre, si vous avez une activité physique, vous faites une respiration forcée, allez-y, là vous pouvez monter jusqu'à 2 litres. Ah oui. Ce qui est étonnant, c'est que notre capacité respiratoire, c'est-à-dire la capacité que nos poumons ont, c'est 6 litres. 6 litres énorme. d'air. Il y a toujours de l'air dans les poumons, voilà. Sinon il y a de l'air comme résiduel. Une poche, quoi. Exactement. D'accord, je comprends. L'action du cerveau sur la respiration, on n'y pense même plus. Non. C'est automatique. Voilà. Du moment où on est sorti du ventre de notre mère. Tout à fait, Christophe. C'est naturellement notre tronc cérébral. Christophe, vous êtes amateur de foot, non ? J'adore le foot. Et vous me faites perdre, qu'est-ce que je disais ? L'action On parlait du cerveau tronc sur cérébral. le tronc. Donc c'est vraiment ces zones cérébral. très archaïques du cerveau qui font qu'on respire automatiquement sans y réfléchir. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Il y a une maladie très rare, on appelle ça le syndrome d'Ondine. Ce sont des gens qui, à la naissance, une maladie génétique, n'ont pas ce réflexe du tronc cérébral de respiration. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire un effort conscient. Oh. Et donc, dès qu'ils s'endorment, ils meurent. C'est épuisant. Ça doit être épuisant. On est obligé d'avoir des respirateurs artificiels. C'est l'une des seules fonctions autonomes de notre corps, la respiration. Oui, enfin, il y a les battements du cœur, sont des fonctions, toutes ces fonctions qui partent du tronc cérébral, il y en a quand même un certain nombre. Après, on peut volontairement reprendre le contrôle. Notre cortex moteur va reprendre le contrôle si vous décidez volontairement de faire des respirations, comme je vous montrerai avec des exercices respiratoires. Ça, c'est pour notre bien-être. Exactement. Et puis, il y a une autre façon où des fois se télescope la conscience et la respiration, c'est les émotions. Si vous avez une émotion forte, vous allez prendre conscience de votre respiration, ou si vous accélérez votre respiration, on sait que si on veut déclencher une crise d'angoisse chez quelqu'un d'un peu anxieux, on le contraint à respirer vite et fort. Ça peut déclencher une crise d'angoisse, voire même une forme particulière d'angoisse qu'on appelle les attaques de panique. De toute façon, quand on est angoissé, on sent bien que notre capacité respiratoire est un peu bloquée. On a tout ici qui est cassé, coincé, quoi. Oui, ça se sent. L'action de la respiration sur le psychisme, justement. Souvent, ça nous permet d'aller bien. Quand on sort dehors, on est à la montagne, on est à la mer, et presque tous inconsciemment, on ouvre la porte de la voiture et on est bien, quoi.
ça, c'est la première action, c'est-à-dire qu'on oxygène notre cerveau, comme vous l'avez vu. Si on veut amener beaucoup d'oxygène au cerveau et qu'il fonctionne bien, eh ben, il faut bien respirer, avoir des bonnes capacités respiratoires. Ça, c'est le premier. Après, il y a tout un tas d'éléments qui améliorent. En particulier, on sait qu'on peut avoir une action sur différents types d'émotions, principalement le stress, l'anxiété. On peut avoir aussi une action sur l'humeur, la dépression. Alors on va voir tout ça, mais il y a l'idée aussi que plus on respire rapidement, plus c'est le signal que l'on est stressé ou anxieux. Quand on fait du sport, par exemple, on sent bien quand on est en ville, par exemple, que là, on se prend de la pollution dans les poumons, en plein poumon, quoi. Ah oui, alors la pollution, ça, c'est quelque chose de terrible. C'est vraiment le truc pour les poumons, c'est l'ennemi pour le poumon, je cherchais le mot. Alors, le poumon a deux grands ennemis, le tabagisme et la pollution. Ouais. Alors le tabagisme, ça peut même aller, une seule cigarette peut suffire. On sait, on a découvert, ça c'est une étude très récente, parce qu'on pensait, moi j'avais appris qu'en dessous de 5 cigarettes par jour, c'était pas très grave. Et on a une étude qui montre qu'une seule cigarette prise par jour pendant longtemps peut suffire pour multiplier par 9 le risque de cancer du poumon. Et pour la pollution, on a aussi montré des liens très forts avec, par exemple, la maladie de Parkinson ou avec les troubles anxieux et les troubles de l'humeur. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut travailler sa respiration ? Oui. Un exemple tout bête. Je vais vous parler de ma vie, finalement. Moi, j'ai l'habitude des gens qui me racontent leur vie. Donc, c'est un peu votre métier. Oui. Oui, je comprends bien. J'ai fait une chute importante de 3-4 mètres, ça m'a déchiré le diaphragme. Et le diaphragme, il ondule, il aide à la respiration. Et du coup, quand je suis un peu stressé, j'ai le diaphragme qui est dur comme ça. J'ai du mal à respirer. En faisant des exercices de respiration, j'ai le sentiment que je libère tout ça. On peut... Je vous parle de ça parce que j'ai le sentiment qu'on peut travailler sa respiration. Oui. Tout à fait. Et puis, c'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, on considère qu'il y a deux types de respiration et on apprend, par exemple, quand on travaille avec les sportifs de haut niveau, on leur apprend à travailler deux types de respiration. La respiration thoracique, où là, on va inspirer en dégageant, en contractant les muscles intercostaux. On agrandit, on gonfle la cage thoracique. Et puis, alors là, on va plutôt activer. C'est une activation. D'accord. On va dire début de compétition pour s'activer, pour être le cerveau en action. Ça prépare le mental aussi. Exactement. Okay. À l'inverse, peut-être pour vous, ça serait plus important de travailler la respiration ventrale, c'est-à-dire plutôt le diaphragme, et donc avec des inspirations par le ventre et des longues expirations. Et donc, c'est plutôt sur les longues expirations. Les chanteurs font ça, les chanteurs lyriques ont une respiration abdominale. Par exemple, quand on apprend à nos patients à faire de l'auto-hypnose, on leur permet de rentrer en transe en leur faisant faire 3 longues inspirations et en respirant par le ventre. Est-ce qu'il y a des méthodes pour travailler sa respiration ? Oui, alors il y a plusieurs méthodes. Alors, il y a une méthode qui est assez connue, on appelle la méthode 365. Alors, c'est 365, il y a le chiffre, vous connaissez, 3 fois par jour. Ouais. Le 6, c'est pour 6 respirations, expiration, inspiration, expiration par minute. Ah oui, la méthode s'appelle 365 et chaque chiffre correspond à un truc. Voilà. Le 3, c'est 3 fois par jour. Voilà. Le 6, c'est 6 inspirations, 6 expirations. On appelle des cycles respiratoires. D'accord, par minute. Voilà, et le 5, c'est pendant 5 minutes. Et tout ça, c'est à faire 365 jours par an. Et là, voilà. Et on arrive à caler son rythme cardiaque sur une respiration ? Oui, alors il y a des travaux qui se font, et puis il y a les cardiologues aiment bien essayer de faire ça. Alors après, c'est des choses plus compliquées, mais on rentre dans les psychothérapies. Il faut savoir que toutes les psychothérapies qui ont une approche corporelle utilisent la respiration. Les premiers, d'ailleurs, ça a été le yoga. Le yoga en Inde, il y a des siècles et des siècles, utilisait déjà la respiration pour améliorer la santé psychique. Alors, on a déjà parlé ici du yoga dans cette émission, sauf que la respiration, elle joue sur le cerveau en essayant, dans le cadre du yoga, par exemple, d'éliminer les pensées négatives, les ondes négatives. C'est ça l'idée, d'utiliser la respiration pour
expirer tout ce qui est négatif, on est d'accord? Oui. Après, voilà, ça c'est le yoga, mais il y a d'autres techniques. La sophrologie. Je vous parlais de l'hypnose, mais on peut parler aussi de la relaxation, ce qu'on appelle le training autogène de Schultz, où là, par contre, là, faut on ne se nous pose pas la expliquer, question. parce que là, training autogène de Schultz, si vous voulez, C'est l'idée là, à un moment... C'est l'idée. Schultz, non, c'est juste l'auteur qui Oui, a j'ai bien développé, compris, mais... inventé cette technique. Ça, c'est pas le plus important, mais c'est l'idée de se concentrer sur sa respiration et d'apprendre à mieux la contrôler. D'accord. Mais à l'opposé, par exemple, vous avez la méditation de pleine conscience, où au contraire, c'est juste regarder sa respiration et voir les va-et-vient de sa respiration et laisser passer sa respiration comme dans un second temps, on va laisser passer ses pensées positives, négatives, etc. Est-ce que vous, en tant que praticien, lorsque vous sentez des patients qui sont complètement bloqués, introvertis, qui n'arrivent même pas à exprimer des mots, en passant par la respiration, ça permet de dénouer des situations du psychisme? Oui, c'est arrivé déjà à gérer la crise d'angoisse. Si déjà on arrive à gérer la crise d'angoisse en apprenant à la personne à respirer un peu moins, parce que vous savez, il y a ces fameuses crises de tétanie aussi. Alors on parle des crises de tétanie. Alors c'est un peu un abus de langage, mais en même temps l'idée c'est que quand on a une respiration forcée, on est stressé. On respire très fortement et vite. Ça se voit moins sur l'humain que sur les animaux, par exemple. Les animaux, un chien, quand il est très stressé... Oui. je fais super bien le chien, non? Est-ce que je fais bien le chien? Je trouve aussi. Comment je peux être sérieux avec vous? Quoi? mais vrai ou pas? On le voit chez les animaux, même par exemple, chez n'importe quel animal qui est stressé, il respire vite. Chez l'humain, on arrive un peu à le camoufler, quoi. Il respire vite, et qu'est-ce qui se passe dans son organisme? C'est vous le médecin. Voilà. Le calcium est absorbé immédiatement dans les cellules, et on a une hypocalcémie, d'où la crise de tétanie. Mais c'est une fausse hypocalcémie, c'est-à-dire le calcium va être relargué dans l'organisme tout de suite après. La respiration est bonne pour la santé quand on sait la travailler en utilisant en plus ou en l'associant à des méthodes comme le yoga, la sophrologie, la relaxation, l'hypnose, bien évidemment, et la méditation.